à tous, bienvenue à vous dans votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On espère que vous êtes en forme en cette matinée. Allez, on va s'intéresser aujourd'hui au don d'organes. C'est une journée particulière sur France Télévisions qui lui est consacrée, car c'est un sujet encore délicat. Depuis le 1er janvier 2017, chacun d'entre nous est un donneur présumé consentant, à moins de s'y être opposé de son vivant. Les enjeux de ce don restent majeurs, comme nous le rappellera le docteur Sylvain Lavoué du CHU de Rennes. Et puis nous écouterons également le témoignage de Nino Boga, 17 ans, greffé du foie et du rein à l'âge de 4 ans. Il sera accompagné de Maude, sa maman. Il sera aussi question de la protection de la nature ce matin et notamment d'un petit oiseau, le gravelot à collier interrompu qui serait menacé sur notre territoire. C'est ce que nous verrons avec Romain Écorchard, juriste pour l'association Bretagne Vivante. Nous vous présenterons ensuite un ouvrage qui sort des sentiers battus, publié chez Coop Braze, 1200 lieux de légende en Bretagne, de l'auteur Bernard Riot. Il localise les lieux insolites et mystérieux en lien avec des légendes et des faits historiques bretons. Après les lieux de légende, nous nous pencherons sur un festival déjà entré dans la légende, justement. La naissance des transmusicales, c'était il y a 40 ans, une archive INA que nous commentera l'historien Marc Bergère. Sans oublier, en fin d'émission, le toujours très inspiré agenda culturel de Sabine Marimurg. Voilà pour le sommaire du jour. Bienvenue à tous en ce jeudi matin. Sur France Télévisions, eh bien, c'est aujourd'hui une journée spéciale autour du don d'organes à travers ce slogan « Tous donneurs, tous receveurs », car c'est bien une réalité. Et afin que chacun puisse en conscience se positionner sur le don d'organes, eh bien, nous allons en parler en cette matinée avec vous, professeur Sylvain Lavoué du CHU de Rennes. Et puis, on aura ce beau témoignage de Nino et de sa maman. Ce ruban vert que nous portons, eh bien, c'est le symbole adopté par les associations qui soutiennent le don d'organes. Car il faut savoir que le don d'organes de notre société, eh bien, il est encore assez peu abordé et assez mal connu. Alors d'abord, je vous propose un petit rappel en images. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, merci. Tu veux pas me les donner? Pardon. Pas de panique, on parle du don d'organes. Il n'est pas question de vous voler vos yeux. Enfin, pas encore. Mais non, je rigole. En fait, il s'agit de sauver des vies, ce qui fera de vous un bon samaritain. Donner ses organes permet de secourir des malades en attente d'une greffe. Grâce au don, on peut remplacer un organe qui ne fonctionne plus par un organe sain. Mais il ne s'agit pas de jouer à Docteur Maboul avec votre corps. Le don d'organes est très réglementé. Il y a 2 façons de donner ses organes, de son vivant ou après sa mort. Mais 92% des dons viennent d'une personne décédée. Tout le monde peut donner, jeune ou âgé, malade ou en bonne santé, il n'existe pas de contre-indication de principe, à condition qu'aucun refus n'ait été exprimé. En France, c'est le principe du consentement présumé qui a été choisi. La loi Caillavet de 1976 indique que nous sommes tous donneurs, sauf si l'on exprime de notre vivant notre refus d'être prélevé. La loi du 26 janvier 2016 est venue réaffirmer ce principe, préciser vos droits de refus et clarifier le rôle des proches. Alors pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'idée d'être séparés de leurs organes après la mort, voici la marche à suivre. Le premier moyen de vous assurer que vos organes restent à leur place, c'est de vous inscrire dans le registre des refus. Et c'est possible dès 13 ans. Sinon, vous pouvez le signaler dans un document signé et daté. Et si vous avez seulement formulé votre refus de vive voix à vos proches, ils auront droit à un entretien avec l'équipe médicale le moment venu. Enfin, le don d'organes est gratuit et anonyme. Alors, si vous avez du cœur, donnez-le. Voilà, on va aller plus loin avec vous, docteur Sylvain Lavoué. Vous êtes le médecin responsable du service de coordination hospitalière des prélèvements d'organes et du tissu au CHU de Rennes. Quel est précisément le rôle de cette unité, dites-nous? Eh bien, cette unité est basée sur une équipe de 5 infirmières actuellement. Et ce sont essentiellement les infirmières qui jouent ce rôle de coordinatrice de toute la chaîne du prélèvement à la greffe. Alors, ce ne sont pas elles qui font la greffe, mais elles sont prévenues quand un malade va décéder en réanimation. Et on reprécisera tout à l'heure les manières de décéder et le type de patient qui peut maintenant donner, qui est un peu en train de changer en France depuis quelques années. Et elles ont comme rôle d'organiser donc toute cette chaîne du prélèvement, de prévenir l'agence de la biomédecine, puisque c'est elle, l'agence de la biomédecine, qui va répartir les organes. Il y a des listes de receveurs, ce n'est pas tel docteur qui décide pour son patient de donner tel organe, c'est une liste, un organisme qui s'appelle l'organe de répartition des organes, le centre de répartition des organes, qui le fait. D'accord. Alors, combien il y a de centres greffeurs en Bretagne, dites-nous précisément? Ce sont essentiellement les CHU, les 2 CHU de Bretons, que sont Brest et Rennes.
Il y a eu combien de greffes d'organes réalisées l'an dernier? Entre les deux CHU, je pense que ça doit représenter plus de 300-350 greffes d'organes, tous organes confondus à peu près. Alors vous le précisiez tout à l'heure, quand on parle de dons d'organes en général, mais il y a 2 types de dons finalement. Alors, dans le reportage, oui, il était dit qu'on peut donner de son vivant, ce qui est basé sur le fait que ça témoigne d'un lien de parenté, de proximité. Voilà. On donne à ses parents, et maintenant ça a été étendu un petit peu aux proches. Ça témoigne bien du lien déjà parental, familial. Et puis, il y a le don à partir une fois qu'on est décédé. Et c'est la majeure partie d'ailleurs de l'origine des organes actuellement en France. 80%, c'est ce qui On peut regretter qu'il n'y ait pas plus de dons à partir du donneur vivant. C'est un des axes d'ailleurs de progression du nombre d'organes. Mais pour l'instant, les chiffres sont là et augmentent un petit peu. Mais il y a un travail à faire sur le donneur vivant. Revenons aux donneurs décédés. Les patients qui donnent sont des patients décédés de mort encéphalique. Jusqu'à présent. Et depuis maintenant... la mort du cerveau. La mort du cerveau, ce qui est d'ailleurs la définition légale de la mort. Souvent, dans l'opinion générale, on pense qu'on meurt quand le cœur s'arrête. Quand le cœur s'arrête, on n'est pas encore tout à fait mort. La preuve en est, c'est que si on entreprend des manœuvres de réanimation, on peut revenir et revivre. Alors, qu'est-ce qui a changé justement depuis quelques années? Alors, ce qui a changé, c'est que d'abord, on s'est un peu comparé à d'autres pays comme la Hollande, par exemple, les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre, qui font depuis plusieurs années, 3 à 4 décennies maintenant, des prélèvements sur des personnes décédées, non plus de mort encéphalique, mais d'arrêt circulatoire. Lequel arrêt circulatoire, je le répète, pour qu'il n'y ait pas de confusion il n'y a pas 2 types de morts. Quand le cœur s'arrête, le sang ne circule plus, le cerveau ne va plus être oxygéné et au bout de 5 à 10 minutes, le cerveau va mourir. À ce moment-là, on est bien décédé, effectivement. Chez ces personnes décédées d'arrêt circulatoire, qui forcément ont également un cerveau qui est mort, eh bien, on a commencé à prélever des organes aux Pays-Bas, alors qu'en France, on ne le faisait pas encore. Les Pays-Bas ont notamment introduit une classification dite de Maastricht qui catégorise les malades en fonction du mode de survenue de cet arrêt cardiaque. Je n'insiste pas sur les 1, 2 et 4, surtout sur la catégorie dite 3. Ce sont des malades assez particuliers quand même, qui vont présenter un arrêt cardiaque en réanimation. Et ce sont des malades qui vont faire cet arrêt cardiaque après qu'on ait arrêté les soins, chez des patients dont le pronostic est absolument sombre, défavorable, des patients dont le pronostic neurologique est désastreux, malheureusement. Ce sont des patients qui sont victimes de traumatismes crâniens, mais qui n'évoluent pas vers la mort encéphalique, qui sont un peu intermédiaires, mais qui sont quand même, malheureusement, qui ne reviendront jamais à un état neurologique normal, à une vie normale, et qui vont rester dans un coma profond. Ce sont, à côté de ça, des malades qui vont faire un accident vasculaire cérébral, hémorragique ou ischémique, et qui vont de la même manière ne pas évoluer vers la mort encéphalique, donc ne pas pouvoir donner en tant que décédés de mort encéphalique, mais qui dorénavant pourraient donner alors qu'ils vont être dans un état de coma chronique, persistant. Ce sont des malades chez qui maintenant, depuis 2005, la loi Leonetti permet d'arrêter les soins. Et une fois qu'on arrête les soins, en respectant tous les termes de la loi Leonetti, et là je veux être extrêmement précis, précautionneux, parce que c'est un sujet, on le sent bien, très sensible, on n'arrête pas les soins. Il n'est pas question qu'on puisse penser que les docteurs arrêtent les soins pour prélever des organes. Ça pour nous, c'est essentiel de préciser ça et de le dire à nos téléspectateurs. On arrête les soins parce que le malade en question n'a pas d'avenir ou qu'on convient qu'on est dans l'obstination déraisonnable. Alors, cet aspect-là dont vous parlez, est-ce que vous pensez que ça peut avoir joué sur le fait qu'il y a eu une chute l'an dernier du nombre de donneurs en France, qui était exceptionnelle, c'était en 2018. On compte aujourd'hui 30% d'opposition. Pourquoi? Est-ce que ça veut dire que c'est encore fragile, justement, cette communication autour du don d'organes? Ça peut être très fragile, effectivement. En Allemagne, au moment où on a commencé ces prélèvements dits sur donneurs décédés d'arrêt circulatoire de la catégorie Maastricht 3, effectivement, il a pu être observé une petite baisse du don d'organes en général. Il y a eu d'autres phénomènes aussi en Allemagne qui ont, à un moment donné, pu engendrer une baisse du don d'organes. Mais c'est sûrement un sujet très sensible. Quels sont les besoins, on va terminer avec ça, en termes de dons d'organes? Quels sont les organes dont vous avez le plus besoin?
De tous. Tous, on imagine. Mais Et peut-être des qu'il y en a- tissus également, Ouais, et des incluant, les yeux étaient abordés, c'est souvent un organe un petit peu emblématique, mais ce sont les cornées, en précisant bien que la restauration oculaire, elle est absolument parfaite chez les patients décédés après ablation de la cornée. Ce n'est pas la totalité du globe oculaire qui est enlevée, uniquement la cornée. Tous les organes sont nécessaires. Les reins, bien sûr, parce qu'il y a toute une population d'insuffisants rénaux qui en a besoin. Je pense que Nino pourra en Ouais, témoigner. oui, il va en parler justement. Foie, hein. Le foie, le cœur et tous les organes dits vitaux, foie, cœur, poumon, pancréas également, etc. Alors justement, vous parlez du foie et du rein. Eh bien, on va avoir la chance ce matin de pouvoir écouter le témoignage de Nino Boga. Bienvenue à toi, Nino. Tu as 17 ans, tu as été greffé du foie et du rein à 4 ans. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire? C'est une maladie génétique, en fait. C'est une maladie génétique orpheline, donc, qui est très très rare. Et à 10 mois et demi, enfin 10 mois, je suis tombé malade, mes reins n'étaient plus fonctionnels. Parce qu'en fait, ma maladie génétique, c'est que j'ai dans mon foie une enzyme qui n'est pas produite. Et cette enzyme, elle est censée détruire des cristaux d'oxalate qu'on a naturellement dans notre corps. Et comme ils ne sont pas détruits, ça abîme les reins et le reste du corps. Et du coup, je n'avais plus de reins. Et comme mes reins étaient non fonctionnels, ça a détérioré plein de choses dedans. Donc l'oxalate s'est retrouvé partout dans le foie, donc le foie ne marchait plus. Et puis aussi dans le reste de mon corps, dans les yeux, dans les os. Donc tu as été obligé d'être dialysé, hein, c'est bien ça? J'ai dû être dialysé pendant très longtemps, jusqu'à ma greffe. Jusqu'à ta greffe. Est-ce que ça a été compliqué, Maud? Maud, vous êtes la maman de Nino. Toute cette période d'attente justement de la greffe, parce qu'on imagine chez un tout petit comme ça, c'est très compliqué. Est-ce qu'il a été sur une liste prioritaire? Pas tout de suite. Il n'a pas été inscrit tout de suite sur une liste d'attente. Les médecins préféraient qu'il grandisse, qu'il prenne un peu de poids. Donc son état permettait cette attente grâce à la dialyse. Et ensuite seulement il a été inscrit sur la liste. On a attendu un an. D'abord et puis après, oui, vous avez attendu et un ensuite, voilà, au bout d'un an, il y a eu l'inscription sur une liste d'urgence parce qu'il était grand temps pour Nino qu'il reçoive un don. Alors du coup, la liste d'urgence, en fait, elle étend le spectre des donneurs potentiels, hein, c'est ça? Alors, on nous a dit que c'était d'abord une extension géographique. Donc, il semblerait que Nino ait reçu d'un donneur extérieur à la France. On ne savait pas d'où il vient. On ne sait pas, bien sûr. Et gratuit, forcément. Il a reçu un don d'un donneur un peu plus grand, un peu plus âgé. Donc, c'était ça un peu tout l'enjeu, effectivement. Probablement aussi, hein, mais on ne sait rien. Et tant mieux. Ouais. Comment ça s'est passé ensuite? Alors, tu as été plongé dans un coma artificiel. Enfin, on imagine, comme tu étais tout petit, tu ne peux pas te souvenir de tout. On va peut-être plus se focaliser sur l'après. Oui. Aujourd'hui, tu vis avec le foie et le rein d'une autre personne. Comment tu le vis au quotidien? Je le vis très bien. J'y pense bien sûr, parce que je dois la vie grâce à cette personne qui est décédée. Mais en même temps, c'est un peu devenu les miens. Et sans ça, je ne pourrais pas vivre. Et pour moi, c'est très important de pouvoir vivre. Et je le vis plutôt bien. Ça ne me dérange pas du tout d'avoir les organes de quelqu'un d'autre. Et je trouve ça même très bien que ça soit possible médicalement. Et c'est très beau. Tu profites de chaque seconde, du coup, de vie. Tu en parles autour de toi facilement? C'est un sujet qui arrive très rapidement parce que je prends des médicaments. Je dois boire beaucoup parce que pour mes reins et tout ça, c'est toujours, les greffés du rein doivent toujours boire beaucoup d'eau. Et puis j'ai aussi des cicatrices. Et du coup, c'est un sujet qui arrive très facilement. Les gens voient que je prenne des médicaments, ou à la piscine, ils voient que j'ai des cicatrices, ou sur mes bras et tout ça. Et du coup, j'en parle toujours. Et ça intéresse souvent les gens. Souvent, ça les intéresse. Ils se disent ah oui, et ça. Et du coup, je raconte assez souvent. Alors, tu profites de chaque instant et tu fais du sport. Et chaque année, tu participes aux Jeux nationaux des transplantés. Tu y es allé pour la première fois il y a 3 ans. Puis depuis, tu t'arrêtes plus. 2018, l'an dernier, tu étais à Boulogne-sur-Mer. Et puis cette année, tu as recommencé en Bourgogne, c'est ça? Oui. Et tu faisais quel sport? J'en ai fait plein. J'ai fait, il y a toujours la marche de 3 km que je fais, parce que c'est un moment qui est très important pour tous les greffés. Et puis après, je fais toujours la natation. Je fais aussi de l'escalade, du tir à l'arc, tir à la carabine. J'ai fait de l'escrime aussi cette année. J'ai fait de la course d'orientation. Plein de choses. Plein de choses. Vous êtes fière, Maud, de votre fils? Bien sûr. Vous en parlez beaucoup autour de vous, du coup, du don d'organes, parce que vous pouvez aussi être des ambassadeurs désormais. Très facilement, parce qu'effectivement, comme disait Nino, c'est un sujet qui arrive rapidement. Et voilà, et c'est un acte de solidarité extraordinaire.
c'est le plus beau cadeau qu'on ait reçu de toute notre existence, évidemment, parce que voilà, Nino est là, il a été sauvé grâce à cette générosité. Et voilà, c'est magnifique de voir la vie qui se poursuit. Et on sent un lien très, très puissant, très fort, j'ai envie de dire avec l'humanité entière, parce que justement, voilà, ce donneur, il est complètement anonyme, et c'est chacun d'entre nous en même temps. Donc, oui, c'est un beau témoignage. Oui. C'est vraiment c'est fort. Et qu'est-ce que vous rencontrez comme réticence, par exemple, chez des personnes qui disent « Ah oui, mais non, moi, je ne pourrais jamais donner mes organes ». L'argument, ça c'est ne quoi? m'est jamais arrivé de Jamais. rencontrer quelqu'un On m'avait qui... dit, non, il y a juste une fois, on m'a sorti « Ah, t'es composé à moitié de cadavres ». J'ai trouvé ça si bizarre. Il y a quelqu'un qui était un peu choqué, mais jamais vraiment, genre, moi, je le ferai jamais. Ah, quelqu'un t'a dit ça, toi? Non, personne ne m'a jamais dit ça. Non, c'est de la méconnaissance un petit peu des processus. c'est ça, en fait. Alors, Parce vous que travaillez-vous là-dessus aujourd'hui au quotidien, à faire connaître les processus, justement? Oui, je pense qu'il faut communiquer parce que c'est pas l'obscurantisme qui permettra d'améliorer ça. Vous le dites encore mieux que moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce que vous dites. Que c'est du lien social avant tout. Les organes, ça fait partie du corps humain. Il y a un grand principe qui est la non-patrimonialité du corps humain. Ça n'est pas monnayable, on ne peut pas le donner contre partie, qu'elle soit financière ou même autre. Mais ça tient du lien social et c'est ça qu'il faut mettre en exergue. Et puis, il y a un groupe de la population qui a besoin d'organes, les greffés, mais il y a aussi pour ça un groupe de la population qui va mourir. Et il faut un équilibre très juste entre les deux. Forcément. Et puis, il faut sans doute rappeler, vous le disiez, c'est la méconnaissance finalement qui fait qu'on peut être opposé parce qu'on ne sait pas. Quand on prélève des organes sur une personne décédée, on la respecte évidemment, comme lors d'une opération sur une personne vivante. Enfin, et bien sûr, l'intervention se doit, c'est d'ailleurs dans les missions des infirmières de coordination dont on parlait tout à l'heure, que de s'assurer de la restauration et de l'intégrité de la restauration du corps, comme s'il avait subi une intervention de son vivant pour l'opérer et tenter de le guérir. Oui. Et puis souvent, ce qui est compliqué en fait pour les familles à gérer, c'est l'impératif d'urgence qu'elles se trouvent face à une situation. Les familles des malades qui vont décéder sont dans une situation de deuil proche, parfois de grands ressentiments, avec des phases successives qu'on connaît très bien, qui sont parfois différentes pour les uns et les autres, mais qui sont quasi obligatoires. Et c'est dans cette période extrêmement difficile qu'intervient la notion de lien social, de grande humanité, justement. Et il faut savoir, c'est tout l'art d'ailleurs des coordinatrices, de savoir se faire projeter les familles vers cet après, de leur propre évolution. Et puis d'où l'importance également de faire savoir de son vivant sa position en termes de don d'organes, parce que sinon les familles se trouvent complètement démunies, elles ne savent pas si finalement le défunt était... Il faut le faire savoir, il faut le faire savoir à ses proches. Et puis il y a un petit slogan, c'est « Je sais pour mes proches et mes proches savent pour moi ». Oui. Donc on le rappelle encore une fois, c'est important de le rappeler, il n'y a pas de carte de don d'organes, ça n'existe pas, on est tous donneurs présumés. Et si on est contre, eh bien on s'inscrit sur le registre national des refus. Voilà. Par contre, on est totalement libre de refuser. C'est ce que redit la loi de 2016 appliquée en 2017. Combien un donneur sauve de vie, à peu près? 2 vies, 3 vies? Parce qu'un donneur, c'est plusieurs greffes derrière. Ça dépend, c'est variable, ça dépend du nombre d'organes qui est prélevable. Et chaque organe prélevé qui est bien vivant, pour rebondir sur la réflexion qu'on a pu te faire, non, ils sont bien vivants. La personne est décédée, mais justement, les organes on vérifie leur fonctionnalité avant de les greffer. On s'assure de la qualité des organes, évidemment. Il y a des organes que parfois on prélève les 2 reins, souvent, un foie, mais parfois uniquement les 2 reins, pas le foie ni le cœur. Puis il n'y a pas les mêmes besoins pour tous les organes quand même. Merci beaucoup à vous 3 pour ce beau témoignage. On va maintenant continuer à parler de solidarité. Place à l'association Cœur de Jade. Eh bien, c'est le prénom de la jeune fille que vous allez découvrir tout de suite. Elle est en fauteuil roulant. Son cursus scolaire est un vrai parcours du combattant. L'association aide ses étudiants handicapés à suivre comme les autres leurs études supérieures. C'est une rencontre signée Catherine Carlier et Thierry Breillet. Ces étudiants s'imaginent travailler dans l'immobilier, la comptabilité, la gestion de PME ou dans le commerce en ligne. C'est d'ailleurs ce qu'a choisi Jade, cette étudiante en fauteuil roulant née avec la maladie des os de verre. Elle ne marche pas, mais déplace des montagnes. À partir
partir du moment où on est en fauteuil, il faut se battre pour tout, enfin pour trouver une entreprise. Même pour un stage, j'ai eu du mal à trouver. Depuis petite, au collège, j'avais du mal à trouver pour tout. C'est à partir du moment où tu es un petit peu différent, enfin on va dire ça comme ça, les gens du coup ils ont du mal avec la différence et du coup pour les stages, trouver du travail, tout devient compliqué instantanément, quoi. Anne-Claire Le Garec est conseillère en formation. Elle se souvient de l'inscription de Jade à l'AFTEC, une école supérieure professionnelle hors contrat avec l'éducation nationale. Alors, elle a dû passer par plusieurs étapes, Jade, pour rentrer à l'AFTEC. Elle a dû prendre des décisions. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, quand ils sont venus me voir avec son papa, ils avaient des réponses de Parcoursup qui l'envoyaient du côté de Bru. Ce qui était impossible, en fait, pour Jade de suivre un cursus loin de sa maison, loin de sa famille. Elle avait besoin d'une auxiliaire de vie constamment. Donc, en fait, elle a pris la décision de venir dans une école privée pour pouvoir suivre la formation qu'elle voulait. De là, elle a dû faire face à plusieurs difficultés, c'est-à-dire que l'auxiliaire de vie scolaire qui doit l'accompagner pour sa scolarité n'était pas financé par la Maison de la Mobilité. Donc, ils ont dû faire plusieurs démarches auprès de la Maison de la Mobilité pour pouvoir obtenir des subventions pour qu'elle suive une scolarité en toute sécurité. Voilà. Elle s'est vraiment battue, quoi. C'est une étudiante qui est dynamique et optimiste. Elle a le caractère pour ça. Elle s'est battue. Elle est bien dans sa formation. Elle obtient ce qu'elle veut. Est-ce que, quelque part, Jade, ça fait valeur d'exemple au sein de l'école ? Exactement. Ça fait valeur d'exemple, ça fait répercussion parce qu'en fait, ce qui est très positif, c'est que grâce à leur association, ils font parler d'eux, ils font parler du handicap dans les études supérieures et nous allons accueillir l'année prochaine 2 nouveaux étudiants en situation de handicap avec des handicaps complètement différents, mais des gens qui n'ont plus peur de faire des études supérieures malgré leur handicap. Dans sa promo, les étudiants se sont mobilisés. Ils ont créé en novembre dernier l'association Cœur de Jade et ils cherchent à récolter des fonds. À ce jour, nous sommes à 4 000 € presque de fonds et nous espérons récolter un maximum pour permettre à des étudiants d'accéder aux études supérieures. L'association Cœur de Jade est toujours à la recherche de sponsors ou de partenariats, alors ils sont allés frapper à la porte de leur école. Cœur de Jade a proposé un projet pour participer au 4L Trophy et les fonds récoltés seraient reversés à l'association Cœur de Jade. Et le deuxième projet, c'est celui-ci, donc, qui m'a été présenté dans la foulée, puisqu'ils sont très dynamiques. C'est l'ultramarin, la participation à l'ultramarin. C'est lui qui va participer au trail ultramarin et courir les 56 km au profit de l'association. Pour lui, un juste retour des choses. Moi-même, j'ai eu un syndrome qui s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Donc je sais c'est quoi d'être en fauteuil roulant, de réapprendre à marcher, de retrouver ses muscles quand on est en études supérieures. Pour ma part, c'était au lycée. Et c'est vrai que c'est un moment de ma vie qui m'a marqué. Et puis, alors d'aujourd'hui, je peux courir, donc c'est une petite revanche aussi sur la vie. Puis courir pour quelque chose, c'est mieux. Voilà. 1 € du kilomètre, c'est l'appel lancé par l'association Cœur de Jade, une course qui aidera les jeunes en situation de handicap à poursuivre leurs études. Une très belle initiative, encore une fois. Romain Écorchard est avec nous, juriste à l'association Bretagne Vivante. Bonjour Romain. Bonjour. Avec vous, on va parler de votre association qui sensibilise régulièrement à la préservation, bien sûr, des milieux naturels de notre région. Et puis, à la faveur des beaux jours, vous nous rappelez ce matin que parmi ces milliers d'espèces à préserver, eh bien, il y en a quelques-unes qui sont un peu plus menacées. Et puis, sur nos plages, il y a également des espèces en danger. L'été approche, enfin, il est là même. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aller en vacances sur les plages, qui vont fréquenter les plages. Bien souvent, on voit que le côté sable chaud, on pose sa serviette, c'est bien. Alors l'avantage des plages, c'est que c'est aussi très populaire, c'est accessible et gratuit pour tout le monde. Donc c'est une opportunité immense. On a cette chance-là en France d'avoir ces plages gratuites. C'est pas partout comme ça. Mais les plages, c'est également un milieu naturel à préserver. Ce n'est pas uniquement un lieu de détente. De loisirs et de détente. Alors, on doit faire attention à quoi ? Il y a des lieux qui sont réservés, dans lesquels il ne faut pas accéder, donc les dunes et les hauts de dunes, sur lesquels il faut préserver la flore des dunes, mais aussi les milieux. On ne les préserve pas uniquement pour la flore, mais aussi pour les espèces sauvages qui les fréquentent.
Et sur les plages elles-mêmes, en Bretagne, on le voit, on a notamment le gravelot à collier interrompu, il est tout petit, donc il est très discret, on ne le voit pas forcément très bien. Et puis en plus, alors, il a un inconvénient énorme, il pond ses œufs sur les plages. Ah, problème du coup. Ces œufs, il les cache en plus. Donc il y a une grosse difficulté de conservation pour cet animal qui voit régulièrement ses œufs détruits. Et notamment, les chiens donc, sont une menace. Et les chiens sont une menace. C'est pour cela qu'on dit aux personnes qui promènent leurs chiens sur les plages alors il y a des plages qui sont interdites aux chiens, mais il y en a où c'est autorisé. Là où c'est autorisé, il faut absolument les tenir en laisse. Notamment pour cette raison, parce que eux ils repèrent les gravelots avec leur odorat, ils savent, et ils adorent leur courir après. Et c'est là qu'ils en fait ils détruisent. Que les chiens soient tenus en laisse, c'est vrai. Oui. Et c'est quand ils sont lâchés et qu'ils ne sont pas tenus en laisse, ils vont aller détruire les portées des gravelots à collier interrompu. Alors malheureusement, les pancartes ne sont pas toujours respectées par les touristes, évidemment. Ou les visiteurs, en tout cas. Quelle est la menace précise? Donc, nous, quand on repère des plages où il y a les gravelots qui nichent, on installe des pancartes pour signaler leur présence et pour faire attention. Et effectivement, ce printemps, là, au mois de mai, on a eu plusieurs cas d'attaque de nid de gravelots par des chiens qui n'étaient pas tenus en laisse. Et donc, c'est vraiment important d'être attentif à ça. Alors, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner, justement, pour éviter ça? Donc, tenir les chiens en laisse, on a bien compris. Je crois que j'ai déjà assez dit. On évite de marcher sur le haut de plage, les dunes, alors les dunes, dunaires, et puis même le haut de plage, mais notamment aux périodes de reproduction. C'est-à-dire, ça va être avril-mai, en gros, avril-mai-juin. Bon, c'est déjà la période passée, mais c'est un conseil qui vaut pour l'année prochaine. Et puis, il faut respecter les panneaux, même si, en fait, c'est les panneaux qu'on indique et les zones de réservation, c'est indicatif, c'est-à-dire, si vous ne respectez pas, vous n'aurez pas d'amende, vous ne serez pas puni, mais c'est quelque chose de très important pour la protection de la faune sauvage, de respecter l'ensemble de ces mesures. Parce que, pour ce qui concerne les gravelots à collier interrompu, pour vous donner une idée, on n'a plus que 235 couples nicheurs en Bretagne, sur l'ensemble de la Bretagne, et ça représente que 15% de la population de cette espèce à l'échelle de la France. C'est vraiment une espèce en voie d'extinction, en fait. Oui, donc c'est essentiel de respecter ces consignes pour la préserver. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Romain, on ne regardera plus la plage de la même façon désormais et on fera bien attention. Merci beaucoup à vous. Merci Docteur Lavoué. Merci beaucoup Nino et Maude pour vos jolis témoignages. On va maintenant faire une découverte, je vous la propose tout de suite. La préhistoire n'a pas livré tous ses secrets, je vous l'annonce. Elle a pourtant laissé des traces à la fois très visibles et plutôt énigmatiques. Direction tout de suite la fameuse allée couverte de La Roche-aux-Fées en Ille-et-Vilaine. C'est un lieu de promenade impressionnant et mystique à la fois, une découverte à laquelle nous invitent Thomas Paga et Gabriel Camilla. La légende dit que pour prouver leur existence, des fées l'auraient construite en une nuit. C'est le plus grand dolmen de France. Il mesure plus de 19 mètres de long et 4 mètres de haut. Un mystérieux amas de pierre qui suscite toujours la même interrogation. Comment ils ont fait là pour poser cette pierre-là? Si on compare ça avec notre époque, on a besoin beaucoup de temps, des grues et des trucs pour construire. Hein. Mais eux, qu'est-ce qu'ils avaient pour construire cela hein? En fait, personne ne le sait vraiment. Les paléontologues pensent que ces lourdes pierres ont été transportées à la force des bras, il y a 5000 ans, depuis une carrière située à 4 km de là. En fait, ils transportaient comme sur un système de rails, avec des rouleaux en bois, et avec des cordes aussi qui fabriquaient de type végétal pour amener ces pierres, dont la plus grosse pèse quand même 45 tonnes, à La Roche-aux-Fées. Le lieu aurait été choisi car il domine une plaine fertile. Aujourd'hui encore, il est entouré de mythes et de croyances. Il paraît même que de jeunes couples y pratiquent un curieux cérémonial. Les jeunes mariés doivent se présenter devant le portique d'entrée de La Roche-aux-Fées. Et d'une part et d'autre, chacun part en fait d'un côté et de l'autre et compte les pierres tout autour. S'ils ont le même nombre, ils sont promis un avenir heureux. Et sinon, c'est compliqué. Le dolmen accueille 35 000 visiteurs par an. Des locaux qui connaissent le moindre recoin. Donc il y avait de la terre et des petites pierres.
qui recouvrait l'ensemble de l'édifice. Et tout ça, il faut imaginer que c'est un gros globe avec de la terre tout autour. Ou bien des voyageurs de passage qui y trouvent l'occasion d'un moment de méditation. Je suis venu, j'ai fait une petite halte pour venir je sais pas, me ressourcer là, quoi. C'est un endroit paisible, c'est un lieu sacré. Dernière preuve du génie des constructeurs de la préhistoire, le monument est orienté au sud-est. Lors du solstice d'hiver, le soleil le traverse de part en part, comme un symbole de la nouvelle année. Magnifique lieu et que vous abordez d'ailleurs, Bernard Rioux, dans votre dernier ouvrage. On va en reparler dans quelques instants. Pour l'instant, Jacques Cave également, Sabine Marimurg et puis Marc Bergère. Bienvenue à vous, Marc. Bonjour. Alors Bernard, vous êtes le spécialiste, on va dire, du patrimoine en Bretagne. Vous êtes déjà l'auteur d'une 60aine d'ouvrages. Et alors celui-ci, c'est quand même... Un pavé. Je n'osais pas dire un pavé, on peut dire presque une encyclopédie, un guide, un dictionnaire. Dites-nous tout. 1200 lieux de légende en Bretagne, publié chez Coop Braze. Alors il y avait un précédent en 1966 qui a servi de référence pendant une soixantaine d'années, qui s'appelait le Guide de la Bretagne mystérieuse. C'était publié par monsieur Le Squezec. Oui, Gwenran Le Squezec aux éditions de Chou. D'accord. Vous vous êtes attaqué, vous, carrément à un monument, en fait. Oui, parce que moi j'ai été comme beaucoup de personnes, j'ai utilisé le guide de Gwenran Le Squezec pour redécouvrir la Bretagne, puisque le Squezec a eu cette idée géniale. Mais c'était une collection nationale. Chou a fait la même chose en Provence, un peu partout, avec des guides, ce qu'on appelait les guides noirs. Et de sortir des sentiers battus pour parler d'autre chose. Alors, en 60 ans, puisque effectivement le premier ouvrage a été édité en 1966, il a été réédité régulièrement, mais l'édition originale date de plus de 60 ans. Donc entre-temps, l'archéologie, comme on l'a vu à Essay, a fait des progrès. Le comparatisme, histoire des religions, linguistique, il a aussi fait des progrès. Donc on a découvert plein de choses. Puis Gwenran Le Squezec, à une époque, il a raconté quelques bêtises, quoi. Donc il fallait remettre les pendules à l'heure. Ouais. Donc vous avez actualisé tout ça. Oui, et puis vous oui. avez quand même multiplié par 3 le nombre d'entrées possibles, parce qu'il y avait 400 références, c'est ça? Oui, dans son ouvrage, voilà. Le Squezec avait à peu près 400 entrées. Là, moi, j'en ai 1000. Il y en a 1200. Synthétiquement, c'est 1200 lieux. En réalité, il y en a 1201. Voilà. On n'est plus à ça. Vous en faites pas, on vous en tiendra pas rigueur. Qu'est-ce qu'on découvre dans votre ouvrage? Est-ce qu'il y a des lieux un peu emblématiques, des lieux qui vous ont plus marqué, des anecdotes que vous avez envie de nous raconter? Là, pour faire pendant au reportage qui vient d'être diffusé, il y a à Essay, on s'interrogeait, le reporter s'interrogeait sur l'origine effectivement de cette chambre. Moi, je donne l'explication. Ce sont les fées qui ont transporté les pierres dans leur tablier de la carrière du Piccolier à 4 km jusqu'à Essay. Et puis donc et on va retrouver une deuxième maison des fées à Tressé, toujours en Ille-et-Vilaine. Qui est aussi intéressante, puisque vous avez sculpté dans le fond de cette allée couverte deux paires de seins féminins. Et ce ne seront pas les seuls, on en a d'autres, à Comana notamment. Donc là, ce qui démontre qu'on a affaire à un culte matriciel, la déesse mère, qui a d'abord fait l'objet d'une dévotion dans les allées couvertes et qui va se prolonger pendant la période gallo-romaine, puisque les plus importants dépôts votifs de Vénus gallo-romaine ont été découverts dans des allées couvertes, notamment dans le grand cairn du Petit Mont à Arzon. Donc tous les Vénus présentés au musée de la préhistoire de Carnac viennent d'un monument mégalithique. Ça veut dire qu'on a une continuité des cultes là. Oui, effectivement. Alors, il y a une autre curiosité, par exemple, à Baie, en Île-et-Vilaine, dans la très belle collégiale. On trouve une représentation un peu étonnante. Il y a pas mal d'anecdotes comme ça dans votre ouvrage. C'est ce qui en fait toute la saveur. C'est assez rigolo. Racontez-nous ça. Cet ours, il a quelque chose de particulier. Oui, c'est le paix de l'ours. Alors, racontez-nous. Le paix de l'ours. C'est le seul paix de l'ours que j'ai trouvé. J'ai trouvé des dizaines de paix. Voilà. C'est bien un ours, et effectivement,
et avec sa main, il écarte effectivement ses fesses pour péter. Donc alors pourquoi effectivement l'ours pète? Mais c'est très sérieux, hein, parce que justement, ça tombe bien qu'on ait Romain de Bretagne Vivante avec nous. Oui, parce que c'est une réalité naturaliste. L'ours hiberne. Donc quand il hiberne, il se bouche tous les orifices, et notamment le sphincter avec un bouchon végétal. Et à la fin de son hibernation, il fait sauter le bouchon de champagne, quoi. Mais alors, ce rite qui est attesté par les naturalistes, fait l'objet aussi de croyances et de rites carnavalesques, puisque qui dit fin de l'hiver dit carnaval. Donc alors, on l'a oublié en Bretagne, puisque nous ne sommes pas vraiment une région de carnaval. Il y en a quelques-uns, notamment les Grades douarnenez, mais très peu. Et si on va en Ariège, dans les Pyrénées centrales, les Pyrénées-Atlantiques, vous avez toujours la fête de l'ours. Et que fait-on à la fête de l'ours? Eh bien, on pète et on souffle dans le cul de son voisin. Donc, c'est des rites de souffle à cul, des rites de pète, qu'on va retrouver dans les églises en Bretagne, sculptés sur des sablières. Et donc, le pet de l'ours, c'est la redevance. C'est la redevance. Alors, au Moyen-Âge, c'était les prostituées qui, le jour du carnaval, pétaient pour s'affranchir. Donc, un rite de purification. Le monde est à l'envers, le roi est nu, c'est le fou qui devient roi. Enfin. Vous faites les visites guidées aussi? Parce qu'on ne doit pas s'ennuyer avec vous. En tout cas, on retrouve toutes ces références, 1200 lieux de légende en Bretagne. Bernard Riot chez Coop Braise. Merci beaucoup d'être venu nous donner un avant-goût de tout ce qu'on peut trouver dans cet ouvrage vraiment remarquable. Merci à vous. Marc Bergère, on va parler justement de légende, mais d'un festival de légende avec vous, puisqu'on fête les 40 ans des transmusicales. Pourquoi vous avez choisi cette archive? Qu'est-ce qu'elle a? C'est un document justement original qui permet de rappeler aux Rennais que 40 ans presque jour pour jour. On a un peu triché, c'était le jeudi 14 juin 1979, sur votre antenne d'ailleurs, donc dans Rennes Soir, donc on présentait une manifestation qui naissait à ce moment-là et qui est appelée à devenir finalement un monument rennais et même bien au-delà aujourd'hui, les transmusicales. Eh bien, on regarde tout de suite cette archive. Je pense qu'à Rennes, de plus en plus, on va vers une création de groupes. On a recensé pour les rencontres 22 groupes, donc ce qui représente près de 100 musiciens. Et actuellement, on a choisi 12 groupes qui nous semblaient les plus intéressants pour ces premières soirées. On espère à la rentrée que les 10 autres groupes puissent passer également. Pour nous, c'est l'une des choses les plus intéressantes. Et également, on a tenté une libre participation financière, ce qui implique une prise en charge par le public du concert. On a un budget, on l'établit, on le montre aux gens et les gens décident de la somme qu'ils veulent donner eux-mêmes. C'est un gros risque financier, on ne peut pas perdre d'argent comme ça plusieurs fois de suite. C'est un risque, mais depuis 3 ans qu'on fait ça en faisant venir des groupes très connus comme Bijoux, Ghana Full, mais on a perdu également de l'argent. Et on pense que c'est très intéressant quand même de le faire. Alors concrètement, les soirées commencent à quelle heure? Commencent à 19h. Dans quelques instants, le premier groupe va passer, Philippe Brunel, et se termine à peu près vers minuit, 1h. Bon, le deuxième soir également. 3 premières. Quand on voit l'exiguïté de cette salle et le matériel que vous êtes en train de déployer, on peut peut-être être inquiet, non? Est-ce que la vieille salle de la Cité est bien adaptée à ce genre de concert? Le problème à Rennes, c'est qu'il n'y a aucune salle disponible, puisque la Maison de la Culture ferme ses portes un peu à la musique actuelle et vivante. Donc on est obligé de se réfugier, on pourrait dire réfugier, dans des toutes petites salles qui quand même ont une acoustique assez bonne, même bonne ici, mais il y a le problème du public. Il nous est arrivé souvent d'avoir des problèmes de sécurité ici, dans la mesure où on n'accueille que 600 personnes. Il faut dire qu'à Rennes, excepté l'Élysée, qui est un vrai hangar, on pourrait dire à bestiaux maintenant, on ne peut pas faire de concert dans des conditions acceptables pour le public. De là, l'agressivité, la violence se développent et on fait le jeu. C'est très difficile pour nous de travailler dans de bonnes conditions et c'est dommage.
C'est fabuleux de voir cette archive avec 40 ans de recul, c'est incroyable. 79, ben voilà, ils se demandent s'il y aura assez de monde, ils se demandent si... Exactement, c'est l'occasion aussi de souligner comme le rôle d'Hervé Bordier, là qu'on voit, donc, qui était un jeune disquaire rennais, qui est accompagné donc d'un certain nombre d'étudiants de l'université Rennes 2, notamment, des gens comme Jean-René Cortès, Jean-Louis Brossard, Béatrice Massé, ont impulsé ce festival. C'est l'occasion aussi, en cette année d'ailleurs où on fête les 50 ans de la création de l'université de Rennes 2, de souligner combien le rôle des étudiants de cette université a été déterminant dans ce festival et dans d'autres d'ailleurs, et combien la créativité fait partie d'ailleurs de son ADN. Alors, je rassure tout le monde, hein, d'ailleurs vous le savez puisqu'on est là aujourd'hui, cette première, malgré une certaine improvisation qu'on voit bien dans le reportage, hein, la salle pas adaptée, la libre participation financière, a été in fine un succès, puisque de fait il y aura à peu près 1500 spectateurs, avec un prix moyen d'entrée de 3 francs 80, hein, qui sera donc versé, mais avec par contre une orientation qui n'était pas complètement celle qui demeurera par la suite. Là c'était clairement, il le dit dans le reportage, de promouvoir la scène rennaise, dont le groupe Marquis de Sade était un des groupes leaders. Ouais, 22 groupes s'étaient produits, hein, et puis il y aura Étienne Dao quelques années plus tard. Voilà, tout à fait. Bien entendu. Donc c'est un succès qui va se confirmer, évidemment, au fil des années. Qui va se confirmer, qui va s'amplifier avec toujours la volonté de la découverte, avec effectivement donc une scène rennaise qui va révéler finalement au public des groupes et des artistes. C'est les premiers concerts en France de Björk, de Ben Harper, de Lenny Kravitz, de Nirvana. C'est les concerts événements de Stéphane Echer, des Berruyers Noirs, de Daft Punk sans leur casque, puis plus récemment de Justice ou de Stromae. C'est aussi un festival qui va s'internationaliser et dont les jauges vont bien sûr augmenter, puisqu'aujourd'hui on est plus proche de jauges entre 30 et 50 000 spectateurs. Un festival qui s'internationalise, on va dire, et qui a vraiment ce rôle de découvreur, qui est toujours vrai d'ailleurs. Enfin... Tout à fait, ça a toujours été sa volonté de faire découvrir. Dans un autre reportage, Bordier parle même de faire connaître des inconnus. Alors bon, maintenant c'est bien sûr un petit peu différent. C'est aussi un festival qui a quand même pas mal muté, qui a changé de saison. Dès la deuxième édition, on est passé donc en mode hivernal, si je puis dire, qui a changé de lieu. Le festival donc a longtemps eu comme épicentre le centre-ville justement, et des lieux aussi mythiques que la salle de la Cité, l'Ubu, le Liberté. Et puis depuis le début des années 2000, il est un peu sorti de la ville pour s'installer au parc Expo. Le son, bien sûr, a évolué, ce qui était légitime, puisque la volonté de promouvoir les musiques actuelles fait que le son était plus rock au début et est devenu de plus en plus électronique au fil du temps. Et en même temps, ce qui est tout à fait intéressant et fascinant, c'est que l'une des clés, je pense, des trans, c'est d'avoir à la fois assurer ces mutations sur 40 ans et la fidélisation. C'est-à-dire qu'on a effectivement donc un public qui a plaisir donc à venir et à revenir donc aux trans année après année. Et donc on a effectivement donc on parlait tout à l'heure de rite, des gens, etc. Je pense que les trans ont inventé une sorte de rite à la fois festif, artistique, musical, saisonnier finalement. On vient et on revient aux trans. Et puis toutes les générations. Aujourd'hui, c'est les enfants des premiers qui sont allés aux trans musicales qui viennent en fait. Oui, il y a une transmission qui fait que voilà, à la fois bien sûr une amplification, bien évidemment, une internationalisation, mais en même temps, il y a cette fidélisation qui, je pense, est l'une des clés de réussite d'un festival qui, comme tout festival, a connu bien sûr des moments plus délicats, y compris notamment au milieu des années 90. Il y a eu une année noire, une année 95 un petit peu difficile, qui a contraint à repenser un petit peu le périmètre des choses. Mais même finalement pour aller vers quelque chose d'encore mieux donc, au fil des années. Et alors c'est un peu paradoxal finalement, parce que Hervé Bordier, c'était pas du tout son idée en fait au début de faire un grand festival. C'est l'ironie des archives effectivement, et dans une autre archive, un autre petit trésor si je puis dire que possède l'INA, qui est une autre interview de Bordier en 1982 lors des 4e trans. Il dit effectivement, ce qui est tout à fait étonnant, son souhait donc que les trans ne deviennent ni un festival ni une institution. Il insiste beaucoup là-dessus. Mais en fait, voilà, qui se plaindra que la qualité de la programmation d'une part et le public d'autre part l'ont fait mentir. Et tant mieux d'ailleurs. Et tant mieux. C'était peut-être juste la peur que le festival perde son âme, perde son authenticité. Sans doute, on est tous là pour s'en féliciter, je pense. Oui, effectivement. Merci beaucoup Marc. Merci. Sabine, forcément vous vous souvenez de toutes ces éditions des trans, vous y êtes allé souvent? Oui, peut-être pas en 79 quand même. Non, sûrement pas en 79. Personne n'a dit ça. Non, personne n'a dit ça. Vous avez une édition qui vous a marqué plus particulièrement, ou un concert qui vous a marqué en particulier? J'en ai vu beaucoup, à la salle de la Cité notamment, mais oh là là, je ne sais plus les groupes, mais
beaucoup. J'ai des super souvenirs. Bon, allez, on va se pencher sur l'agenda culturel de ce week-end. On va commencer par le Finistère avec Pont-Aven. Oui, alors une exposition haute en couleurs qui démarre le 29 juin. Son titre, c'est l'impressionnisme d'après Pont-Aven. Elle met en lumière en fait l'importance de la Bretagne et surtout de Pont-Aven dans les explorations artistiques de Paul Gauguin et des peintres qui l'ont accompagné. Et donc... et puis Paul Gauguin, forcément, qui se rapprochait au tout début du courant impressionniste. Oui, en fait, c'était l'élève de Camille Pissarro. Et figurez-vous qu'au même moment où il débarque à Pont-Aven en 1886, Claude Monet peint à Belle-Île. Alors, ce grand maître de l'impressionnisme inspira plus tard des peintres venus rejoindre Paul Gauguin en Bretagne. Délaissant les aplats de couleurs, voulant se démarquer du synthétisme, mouvement donc d'avant-garde picturale créé par Paul Gauguin, certains artistes du groupe de Pont-Aven poursuivent chacun à leur manière les travaux de Claude Monet pour capter par petites touches vibrantes, comme vous voyez sur ces tableaux, la lumière bretonne. Il s'agit d'Henri More, de Maxime Maufrat, de Gustave Loiseau et de Ferdinand Loyen du Puy-Godot. Alors vous pouvez donc découvrir leurs tableaux et ceux de Paul Gauguin durant sa période impressionniste, aux côtés des peintures de Camille Pissarro. C'est aussi une exposition ludique avec un parcours famille, jalonné de boîtes chevalets pour reconnaître par exemple les différentes techniques utilisées par ces peintres. De quoi vous inspirer cet été et pourquoi pas sortir votre chevalet. Allez, dans la palette des sorties, on va poursuivre justement dans le Morbihan, où les artistes contemporains rendent aussi hommage tout l'été à la nature. Oui, mais alors là, ils ne posent pas le chevalet, mais plutôt des sculptures monumentales dans l'eau, comme vous pouvez voir sur ces photos de Pascal Glay. C'est une exposition à ciel ouvert proposée par Étendard, une équipe passionnée d'art dans la nature, d'art accessible à tous. Alors, 3 œuvres inédites d'artistes bretons sont à découvrir durant tout l'été sur le lac Auduc à Ploërmel. Le jeune sculpteur finistérien, Guillaume Castel, qui a déjà un beau parcours, joue avec les saules et les herbes sauvages de la rive pour mettre en valeur sa corolle de pétales, comme vous voyez, en acier laqué, perforé de plus de 10 mètres de long. Cet artiste qui a déjà un beau parcours, donc s'inspire du végétal et du minéral en opposant matière naturelle et industrielle. Il joue aussi avec les couleurs. Et d'autres artistes réveillent aussi une bête mythique. Oui, vous la connaissez peut-être d'ailleurs, Bernard, la bête de Guibourg. C'est le dragon fameux terrassé à Saint-Armel par Saint-Armel à Ploërmel et qui, dit-on, hanterait toujours les eaux du lac Auduc. C'est la guivre. La guivre. Ah ouais, bon la guivre. La guivre, ça s'appelle. Alors, Régis Poisson et Sophie Presti-Giacomo, donc artistes, ont installé la nasse de la bête de Guibourg pour la capturer. Alors, en marchant au bord du lac aussi, vous pourrez découvrir l'installation de la plasticienne Pascal Blanche, un enchevêtrement de perches qui sortent de l'eau. C'est très poétique. Alors, maintenant, direction le sud du Morbihan à Allières. La musique est dans le pré. Voilà. Allez, hip-hop, jeu de mots, tout le monde à la campagne, le week-end du 28-29 juin pour fêter les 5 ans du festival La Rurale. Un événement organisé par l'association Check House pour promouvoir la culture hip-hop dans un cadre rural. C'est une bande de jeunes en fait qui se connaît depuis le collège et qui a du flair. Car ils invitaient déjà il y a 5 ans Roméo Elvis. Et cette année, ils proposent encore de grandes pointures de la scène hip-hop, donc comme Dinos, Gracie Hopkins, Catégorique, Saro, le champion du monde en titre de beatbox looping. Oui, on connaît bien. Oui. Et le rappeur français aussi Jazzy Baz, dont voici un extrait de son clip qui s'appelle 5 heures du matin. 5 heures du matin, je suis déchiré sur les faubourgs. Ma vie est dure, tu peux l'habiller de velours. J'ai l'impression qu'on danse alors qu'on se tourne autour. Avant de te rencontrer, je ne croyais pas en l'amour. Et je vais t'appeler totalement bourré à 5 heures du matin. Ma vie est dure, mais tu peux l'habiller de satin. J'ai l'impression qu'on danse alors qu'on se tourne autour. Avant de te rencontrer, je ne croyais pas en l'amour. Sympa, rythmé. Pas mal, hein ? Ouais. Et ce festival convoque aussi les arts urbains, c'est ça ? Oui. Alors, atelier de grave, de danse hip-hop ou encore un tournoi de foot de grue. Donc, venez, de rue, exactement, de foot de rue, dans la rue. Ok, un foot de rue, parfait. Voilà. Et puis, comme chaque début d'été, évidemment, à Rennes, c'est le grand retour du festival des Tombées de la Nuit, bien sûr. Autre festival de légende. Mais oui, légendaire, dans la légende. Évidemment. Et ça se déroule donc cette année du 3 au 14 juillet. Rennes se métamorphose en scène de théâtre, de musique, dans les parcs, dans la rue, c'est la sortie des artistes. Alors, au programme, des performances artistiques, comme ce couple d'artistes britanniques qui en fait gara quelques jours son camion aménagé en
en mini-studio pour collecter, vous savez quoi, des chansons d'amour. Chansons qu'il traque dans toute l'Europe. Ces artistes, donc, qui s'appellent Gemma Paintin et James Stenhouse, ont déjà fait 32 000 km, 33 pays et recueilli 700 chansons. Donc n'hésitez pas à participer à ce collectage. Et sympathique. Mais oui. Parmi les spectacles inédits de danse, de musique, de théâtre de rue, de cirque contemporain, alors un spectacle surprenant de Chloé Moglia, l'Aspire, de la compagnie Rhizome. Cette trapéziste, en fait, continue à travailler sur la suspension. Je vous propose de regarder un extrait, c'est fascinant. C'est un très... Famille sur les mers. Alors c'est quand même très... Voilà, c'est une performance donc très magnifique, à ne pas manquer au tomber de la nuit. Et puis forcément, on rappelle que vendredi, c'est la fête de la musique. Alors évidemment, on ne peut que... C'est un programme tellement large que on ne peut pas... On n'aura pas le temps. Mais il y a forcément tout un tas de choses dans nos contrées bretonnes à découvrir, évidemment. Merci beaucoup, Sabine, pour cet agenda. Vous avez choisi les uns les autres ce que vous allez faire du coup ce week-end, ou en tout cas dans les jours à venir en termes culturels? Oui, moi je fais partie d'un petit groupe amateur, donc on joue. Donc pour le 21 juin, pour le la fête 21 de la musique. et le 22. D'accord, Bernard? Dans ma petite commune de Lanvaudan, il y a la fête de la musique. Voilà, dans un lieu superbe, l'ancien presbytère du XVIIe siècle qui s'appelle La Grange. D'accord, et ben voilà, encore des lieux à découvrir, merci beaucoup. Et vous, Marc? Moi, je voulais juste souligner un élément que vous avez projeté en plus pendant que j'évoquais. J'ai souligné aussi que les transmusicales, c'est non seulement une scène musicale extrêmement vive et fascinante, mais que c'est aussi une collection d'affiches tout à fait remarquable qui témoigne aussi de ce bouillonnement culturel et artistique, parce qu'elles sont extrêmement créatives, elles sont tout à fait remarquables. Donc, et la collection est assez largement disponible sur le site des Trans. Ouais. Ce sont aussi de très beaux documents d'archives. Et elles aussi, elles sont rentrées dans la légende, ces affiches. Exactement. Merci beaucoup à tous. On rappelle donc c'est Journée nationale du don d'organes. Tous donneurs, tous receveurs, n'oubliez pas. Pensez-y et parlez-en autour de vous. On vous remercie infiniment d'avoir suivi cette émission. Demain, vendredi, on se retrouvera à 10h50 autour du thème de l'allergie au pollen. Il existe des solutions pour réussir à vivre avec. Nous verrons cela. D'ici là, on vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne. Dans quelques minutes, votre journal régional. Kenavo.